Vous êtes dans l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un thème. Ça faisait depuis un petit moment que ça traînait comme ça. On voulait parler de l'infiltration de l'extrême droite. Bon, on verra. Elle a plusieurs formes, elle prend différents visages, voilà. À la fois dans le mouvement social, et je pense qu'après, on parlera un petit peu du gouvernement, parce que il y a quand même pas mal les deux, et le gouvernement, ça fait aussi un petit moment. L'extrême droite, elle est on l'avait un petit peu oubliée pendant un moment, on va dire presque. Et puis c'est vrai qu'il y a eu l'élection Chirac-Le Pen qui nous a fait en 2002. Et puis finalement on les voit pas tellement, on se rend pas bien compte, on n'a pas l'impression qu'ils soient réellement là. Et puis finalement si. Alors donc il y a deux personnes qui se sont particulièrement penchées sur ce sujet, qui ont écrit pas mal d'articles. Quelque part on a demandé à des spécialistes de venir nous parler de ça. On n'est pas des spécialistes. Mais si, dans le sens spécialiste, dans le sens où vous avez bossé sur le sujet. Et donc du coup vous avez écrit pas mal d'articles. On n'a pas dit expert. Exactement, on n'a pas dit expert. C'est un terme qu'on récuse, expert. Mais nous on l'emploie pas d'ailleurs non plus. Puis en plus il se trouve que vous animez une émission sur Fréquence Paris Pluriel. Donc du coup il y avait proximité directe. C'était facile de se joindre. Non, pas copinage. Non, on n'est pas là par hasard. Marianne et Jo, vous animez une émission donc le mardi soir. Hebdo. Et donc vous avez écrit pas mal d'articles, entre autres sur Indymedia, CQFD, article 11. Moi, en ce qui me concerne, ça fait longtemps que je m'intéresse au sujet de l'extrême droite et de ses réseaux. Un élément déclencheur récent, c'est l'accélération de leur montée en puissance, et notamment le fait qu'on les ait vus débarquer, en particulier sur les manifs au dîner du siècle. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, c'était je crois sur un manif de novembre, avec Renouveau Français, Mouvement d'Action Sociale, qui là sont plutôt... le Renouveau Français, c'est du royaliste catho. Le Mouvement d'Action Sociale, c'est des gens néo-nazis qui se revendiquent aussi de l'autonomie dans leur méthode de lutte. Enfin ça, on en parlera plus tard. Et puis une infiltration de ce qu'on appelle des conspirationnistes, alors qui regroupent tout un tas de thèses, le 11 septembre, le complot sioniste, les banques, etc. Et de soraliens dieudonistes, donc partisans d'Alain Soral ou Dieudonné, donc qui sont très potes l'un et l'autre, qui sont notamment connus pour avoir cofondé le parti antisioniste, qui est le premier parti antisémite français depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, il fallait le faire. Et donc une multiplication, y compris aussi sur les sites internet et les médias qui se veulent de gauche. Alors on a eu un cas récent, on a le Grand Soir, on a Bella Ciao aussi qui est souvent sujet à ça. De publications d'articles de gens douteux au nom de l'anti-impérialisme en particulier, où du coup ça ferait qu'on aurait des combats communs à mener avec des gens qui se veulent anti-sionistes ou anti je ne sais quoi. Donc tout ça s'accélère à tel point que maintenant dans certaines villes comme à Lyon, on a eu même l'ouverture de salles de concert néo-nazis, avec rien que cette semaine 10 blessés antifascistes agressés dans la rue. À Lille, une attaque de kebab. C'est la première fois qu'on voit une attaque de kebab au nom de... À Lille, on a aussi des gens qui subissent régulièrement des pressions dans la rue. Il n'y a pas encore eu, je crois, d'agression violente, mais des pressions dans la rue. Il y a plusieurs témoignages sur Lille. À Rennes, c'est pas encore le cas parce que ça risque très à gauche, mais il y a Égalité et Réconciliation, le mouvement d'Alain Soral qui s'est monté, plusieurs trucs aussi douteux qui se développent là-bas. Donc il y a une espèce de généralisation. Il y a le mouvement des autonomes lorrains dans l'Est aussi, ultra-violent, 150 personnes néo-nazis ultra-violentes. Donc il y a vraiment une montée en puissance avec tout un tas de mouvances qui se développent, qui des fois s'affrontent. Ça se fait là, le Front National tient plus ses troupes ou quoi là? C'est-à-dire que c'est des troupes qui n'ont pas forcément de lien direct non plus forcément avec le Front National. Enfin en partie, mais pour certains. Mais qui aussi cherchent à s'en distinguer, à être plus radicaux que les radicaux. C'est un enjeu pour le FN, c'est-à-dire que le FN, pendant son dernier 1er mai, avait fait en sorte qu'il n'y ait pas de skinhead ou pas trop de skinhead sur son défilé. Alors il y a une nuance, ils étaient quand même là, mais ils avaient mis des casquettes. C'est pas ça, ils les avaient mis très très loin derrière, mais officiellement ils n'étaient pas là, enfin ils n'étaient pas devant, parce qu'avant les cortèges étaient mélangés à la fête de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire on pouvait voir les cathos du Renouveau Français mélangés avec les troupes d'Ayoub. Là apparemment tout ce qui était un peu looké agressif on va dire, était relégué en queue de cortège.
Sauf que Ayoub était quand même au premier rang quand Donc, Marine Le Pen a parlé. Oui, c'est quoi. qui Ayoub? Oui, le fameux Serge Ayoub, militant néo-nazi parisien, bien connu. Sous le nom de Batskin. Voilà, qui tient un café dans le 15e arrondissement qui s'appelle Le Local, où régulièrement il organise des débats, des concerts de groupe. Voilà. D'accord. Et il y a quand même un truc, c'est qu'il y a aussi une responsabilité, sans doute aussi, on parlera du gouvernement tout à l'heure, mais je veux dire, une salle de concert néo-nazi à Lyon, c'était inimaginable il y a 10 ou 15 ans, quoi. Ouais. Enfin, il existe, même si je ne suis pas légaliste et tout, mais il y a quand même des lois sur l'incitation à la haine, sur la violence, sur tout un tas de discours. Il y a le point de vue légal, et puis il y a aussi tout simplement la mobilisation aussi qui n'aurait peut-être pas permis qu'un tel lieu soit ouvert sur une ville, même au-delà du cadre légal et institutionnel. Alors attendez là, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est savoir pourquoi, Joe, toi, tu t'es lancé aussi dans cette recherche. Moi, c'est parce que c'est des deux amis à moi, deux camarades de lutte, qui m'ont ouvert un peu les yeux là-dessus, en me disant, attention, dans le mouvement altermondialiste, il commence à y avoir de gros dérapages. Et ça date de 2005 à peu près. Voilà, donc j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai beaucoup surfé sur Internet et je me suis effectivement aperçu qu'il y avait des collusions très très étranges qui se faisaient entre certains courants altermondialistes dits impérialistes avec des courants franchement douteux ou d'extrême droite sous prétexte de combat commun. C'est-à-dire qu'il n'y aurait ni droite ni gauche pour ces gens-là. On s'allie ponctuellement contre le système. Je le regrette. Moi, je ne m'allie pas avec des gens. Pour moi, c'est simple. Il y a deux côtés de la barricade. Voilà. Moi, je ne m'allie pas avec certaines personnes. J'ai mes combats. Et voilà. Et là, ça va commencer à me poser des problèmes en me disant, mais qu'est-ce que je fais avec qu'est-ce qu'on fait si ces gens-là s'incrustent plus tard dans nos manifs, dans nos luttes, et c'est ce qu'on voit actuellement. Et donc, du coup, tu as vraiment eu envie de creuser Oui, mais ça fait 3-4 ans que je travaille là-dessus. De dénoncer très précisément les cas, les lieux, les gens, pour que ce soit précis. Des sites comme Le Grand Soir qui se publient des gens comme Ginette Scandrani, qui est une militante négationniste reconnue, connue, qui a été exclue des Verts, ça pose quand même un problème éthique et politique. Parce que c'est quand même un site qui était à la base, avant, une référence altermondialiste. Et qui se veut encore de gauche, en plus. Ouais. Enfin, c'est-à-dire que là, le texte de Scandrani n'a aucun rapport avec le négationnisme, mais rien que le fait de la publier sur un site qui se veut de gauche et qui est reconnu comme étant de gauche, lui donne une espèce de caution progressiste qu'elle ne mérite pas. Quoi. Mais est-ce que vous pensez que c'est tout simplement une espèce de faiblesse intellectuelle ou de volonté, franchement, d'amalgamer, de trouver des... ils n'étaient pas au courant ou quoi Ce sont deux œufs. Enfin, les gens qui gèrent Le Grand Soir actuellement nous disent qu'ils n'étaient pas au courant. Cela dit, c'est pas la première fois qu'ils publient des auteurs douteux. Ils avaient aussi publié du Poumier. On a même découvert qu'ils correspondent. Poumier, c'est une amie de Scandrani qui est disciple de Garaudy, pour situer, donc ultra négationniste. Et en réalité, on s'est rendu compte parce qu'ils ont une liste de diffusion, un des deux a une liste de diffusion qui s'appelle Cuba Solidarity Project, donc Victor Dédage. Les mails sont publics, on s'est rendu compte qu'ils correspondaient avec Poumier depuis 2001 et que Poumier en 2001 faisait la promotion de conférences de Ginette Scandrani sur cette liste. Donc ils peuvent pas nous dire qu'ils savent pas qui est Ginette Scandrani. Et d'ailleurs, ils l'assument complètement après dans les commentaires. Oui, effectivement, mais on est là pour donner la parole. Ça, c'est assez dévoyé. Un média de gauche n'a pas donné la parole à l'extrême droite. Ça, ils ont leur site pour ça. Oui, ou sinon ils le font, j'imagine, derrière en commentant les propos, quoi. Oui, se dissociant. Mais même à la base, il n'y a pas, en plus l'article n'était pas non plus franchement d'un intérêt transcendant, on va dire. Hein. Ouais. Et ça, je pense que c'est vient d'une logique intellectuelle qui est la logique de l'ennemi principal, on va dire. C'est-à-dire que la faiblesse intellectuelle, elle est là. C'est-à-dire que Le Grand Soir a un angle d'analyse du monde anti-impérialiste et qu'en fait, l'anti-impérialisme est le truc prioritaire qui explique tout. En tout cas, la lutte qui, si elle est menée à bout, nous permettra de mettre fin à la fois au système capitaliste. Enfin, c'est la lutte principale. Et toutes les alliances sont permises. Comme il y a un défaut de remise en contexte global de cette lutte avec d'autres luttes qui sont liées, parce que toutes les luttes anticapitalistes sont intimement liées. Enfin, on peut pas dire qu'il y en a une ou l'autre qui... Et ben du coup, comme il y a ce défaut-là, ça veut dire que tout anti-impérialiste finalement est un allié potentiel, y compris si le mec est d'extrême droite ou. Alors, on a le même problème avec les antisionistes. Sachant que maintenant, il faut faire attention à l'usage du terme, c'est triste à dire, mais antisioniste, c'est très utilisé par des antisémites qui, du coup, se cachent derrière ce vocable. Enfin, il y aura un travail de reconquête à mener sur le plan du vocabulaire aussi, de redonner du sens aux mots, quoi.
C'est aussi le cas, par exemple, avec un mouvement qui n'est pas, qu'on peut pas classer forcément à l'extrême droite, mais en tout cas droite souverainiste et quand même très à droite, qui s'appelle l'Union populaire républicaine, qui a été fondée par un certain François Asselineau, énarque de son État, ex-conseiller de Pasqua et Sarkozy, qui intervient régulièrement sur Radio Courtoisie, sur Radio Notre-Dame, qui a donné une conférence chez le fameux Serge Ayoub, et qui, eux, leur ennemi principal, c'est l'Europe. Alors tout s'explique par l'Europe. Et en fait, sur leur site, ils expliquent explicitement qu'un coup qu'on aura mis fin à l'Europe et qu'on aura reconquis notre souveraineté nationale, il faut mettre fin temporairement au clivage gauche-droite, le temps de faire ça, puis après on pourra de nouveau s'engueuler parce que la démocratie sera de retour. Voilà. Et en fait, avec une rhétorique qui revient souvent, y compris chez Soral, c'est-à-dire la référence au Conseil national de la résistance, en disant du temps de la résistance, il y avait à la fois des gens de droite, des gens de gauche, parce que c'était tellement grave le nazisme qu'ils se sont alliés. Alors bon, ça c'est une fausse logique. Est-ce que l'Europe est aussi grave que le nazisme, ou est-ce que on n'est pas du tout dans le même contexte historique? Mais c'est un discours qui marche relativement bien. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on voit dissidents ou résistants sur un site, c'est pas forcément un site douteux, mais ça doit déclencher quelque chose dans la tête en se disant attention, parce que Soral est dissident. Il y a même une photo de Soral sur son site internet. On le voit déguisé en déporté, avec un numéro de déportation, puis écrit en dessous dissident. Donc, ils sont tous dissidents. Il y a un site qui s'appelle ladissidence.fr, qui est un mouvement à lui tout seul, qui a édité tout un programme politique socialiste national, qui mélange les deux et tout. Et résistant, c'est pareil, quoi. Résistant, c'est un terme qu'ils adorent employer. Et donc là, et voilà, ils reprennent nos mots aussi. Enfin, faut faire attention à ça. Donc, quand on voit résistant, dissident, tilt, attention, c'est peut-être douteux en ce moment. Puisque tu parlais de l'Europe tout à l'heure, est-ce que aussi ça rentre pas dans la recomposition de l'extrême droite en Europe, puisqu'on voit que dans beaucoup de pays européens, on va prendre le cas de l'Italie notamment, qui est peut-être le plus emblématique, on a vu des anciens fascistes rentrer dans la droite, on va dire, républicaine, acceptable. Est-ce que ça rentre pas aussi dans ce format-là? Oui, tout ça va ensemble. Et en fait, en Europe, globalement, puis dans d'autres pays, il y a une crise qui n'est pas seulement une crise économique ou sociale, c'est aussi une crise politique. Et donc, ça traverse, mais ça traverse, c'est aussi lié à la crise qui traverse la gauche, c'est-à-dire la faiblesse, de la gauche ou des libertaires et tout. Évidemment, du coup, les ennemis qu'on en profitent. Et en Italie, ça va même au-delà du gouvernement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une occupation du terrain culturel et dans les quartiers. Puis on pourra peut-être l'expliquer. Il y a les fameux casapantes qui sont rien de plus que des lieux sociaux autogérés, voire même des squats, parce qu'ils en sont à ouvrir des squats, et qui sont des lieux racistes et ouvertement d'extrême droite. Les casapantes, c'est un mouvement, c'est un truc qui est dans tout le nord de l'Italie. En fait, c'est des centres sociaux. Ils reprennent les COBAS, les fameux comités de base qui étaient d'extrême gauche, à la sauce extrême droite. Donc ils s'implantent dans des quartiers, ils s'implantent durablement, ils font un vague travail social qui est très paternaliste, très démago, mais voilà, ils s'implantent et ils reprennent des thèmes. C'est des gens qui font souvent référence à Gramsci, par exemple. Ah, le pauvre. Voilà, Gramsci qui était un des théoriciens marxistes italiens qui disait qu'il fallait, pour une lutte, il fallait occuper tout le terrain culturel, pas que politique. Et ça, les casapandes, ils l'ont très très bien compris. Ils ont très bien analysé Gramsci et se sont vraiment bien incrustés partout en Italie du Nord, quoi. Voilà. En Italie du Sud, je crois qu'ils sont beaucoup moins présents. Le néofascisme italien, que ce soit la Ligue du Nord, tout ça, ils sont séparatistes parce que pour eux, à partir de Rome, c'est déjà des étrangers. Exactement. Voilà, donc eux, ils voudraient faire leur projet, c'est la fameuse Spadanie qui serait une espèce d'Italie mythique du Nord, riche, développée, blanche. Sans immigrés, voilà. Donc, lutter contre ces feignants du Sud. Voilà, les feignants du Sud qui sont, mais ils le disent ouvertement. Hein, les gens de la Ligue du Nord, par exemple, disent au Sud, c'est des métèques, quoi. C'est même pas des Italiens, c'est pas des Latins, quoi. Donc, pour revenir à la France, on voit aussi qu'ils sont en train de rentrer dans l'art, puisqu'on voit que certains squats artistiques ont été aussi infiltrés par. Ouais, de manière insidieuse, très insidieuse. Oui, et de manière pas permanente, c'est-à-dire que les casapandes, c'est vraiment des installations permanentes, inscrites dans la vie des quartiers, qui peuvent même offrir un certain nombre de services à caractère social ou autre. Bon, là, c'est plus intermittent chez nous, mais effectivement, c'est arrivé. Alors, notamment tout récemment, un squat qui s'appelait le Château Pirate à République, où il y a eu une exposition avec, entre autres, parmi les exposants,
Archidinon, qui d'après ce que j'ai vu sur Facebook est justement lié à l'Union populaire républicaine d'Asselineau, donc anti-européiste, et Zéon, qui est le dessinateur attitré d'Alain Soral. Il est dans l'Ours de Flash, qui est son journal. Voilà. Qui a priori, je crois, n'existe plus depuis tout récemment. Ouais. Enfin bref, et dans un squat, alors évidemment, art artiste, donc fait pas de politique et tout. Quand on est artiste, c'est bien connu, mais enfin, en principe, les squats sont quand même relevant de la culture de gauche et d'extrême gauche, et donc, enfin, il n'y a pas eu de réaction, si ce n'est, comme pour le Grand Soir, de dénoncer les gens qui dénonçaient ça. Enfin, c'est quelque chose de donc il y a eu ça, et puis il y a eu le mouvement Zeitgeist qui lui est plutôt un truc New Age, conspirationniste, qui a fait 1 ou 2 conférences dans des squats macaques, une fois la Petite Roquette aussi. Alors la Petite Roquette qui a accueilli aussi le fameux Asselineau, donc tout ça. Mais ça, c'est des squats qui sont pas ce qu'on trouve de plus radical en termes de politique, c'est-à-dire que les squats macaques ou la Petite Roquette, c'est aussi des squats qui en sous-main sont très très liés à la mairie, très SOSDEM, très institutionnalisés, ouais. Oui, et donc ils ont pas été chercher plus loin. Non, et puis a priori, on peut même louer des salles. Enfin, c'est des squats dans lesquels on loue. D'ailleurs, c'est rigolo quand même. C'est-à-dire que les confs en question ne sont pas forcément organisés par les gens du lieu, mais par des gens qui veulent profiter du lieu. Les gens du lieu disent c'est pas nous qu'organisons, on n'est pas responsables. Et renvoie la balle. On continue donc cette émission avec Marianne et Joe sur la question de l'infiltration de l'extrême droite, à la fois dans les mouvements sociaux et d'une manière souvent relativement, il y a très très peu de réactions par rapport à ça, peut-être méconnaissance des origines, des différentes. Oui, parce que c'est pas un phénomène nouveau non plus. Donc on va un peu essayer d'informer et justement essayer de dresser un peu le panorama. Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui sur la place comme type de groupe. On a peut-être une auditrice, on va voir si on la prend ou pas. Les groupes qu'on peut rencontrer, les différentes obédiences, tendances, les thèses qu'ils défendent, etc. Pour voir aussi en quoi elles peuvent des fois se mélanger. S'imbriquer aussi. S'imbriquer, etc. Alors, Joe, tu commences. Il y a pas mal de groupes et il y a aussi... En fait, ils partent tous d'un même constat. C'est tout explique par le complot. C'est-à-dire qu'il y a des complots, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, c'est les thèmes récurrents de l'extrême droite, c'est le complot sioniste, le complot des banques, le complot du 11 septembre. Tout s'explique par le complot et ils n'ont aucune analyse sociale par ailleurs. Voilà. Tu complètes. Mais oui, enfin, ils n'ont qu'une analyse sociale. Je serais peut-être un peu plus nuancée, c'est-à-dire qu'au contraire, ils ont des analyses en reprenant. Alors justement, alors, 2 secondes, parce qu'en fait, il y a une auditrice qui a envie d'intervenir. On va voir si. Alors c'est un peu pour faire un point sur la question des radios, ce qui n'est pas inintéressant, puisque nous sommes nous-mêmes une radio libre, associative, militante, et justement nous on donne pas la parole. On a eu des tas de discussions ces derniers temps sur est-ce qu'on donne la parole aux flics, aux matons, mais c'est la même pour l'extrême droite. On la donne pas. Bonjour madame. Bonjour. 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 Vous vouliez faire une précision sur une radio? Oui, tout ce que vous dites, j'écoute attentivement parce que c'est en résonance de quelque chose que j'ai constaté depuis quelque temps, que je trouve inquiétant. En même temps, c'est une question, parce que si vous avez travaillé sur la question, vous en savez peut-être plus que moi. Alors, je vais citer, il s'agit je pense que je peux, il s'agit d'une radio libre, historique, bien connue pour son antenne libre, je crois même, pour cette formule qu'elle a été la pionnière. C'est ici et maintenant. D'accord, ok. Et qu'est-ce que vous avez constaté sur cette... Alors, moi, ce que je note depuis... je me pose des questions depuis très longtemps. Je l'écoutais parce que c'est vrai que j'ai fait le test moi-même. C'est une vraie antenne libre qui permet donc d'entendre normalement des auditeurs du tout venant. Je trouve ça intéressant. Et alors, évidemment, on évolue tous, donc c'est pas du tout ce qu'on y entend, c'est forcément pas la même chose. La société n'est plus la même et les débats non plus que ce qui se passait il y a 20 ans. Mais en tout cas, les gens que vous citez, sont devenus une référence pour beaucoup d'auditeurs, mais aussi des animateurs, notamment Alain Soral. Il y a aussi Pierre Hillard. Et
Marine Le Pen y a été invitée dès sa nomination à la tête du Front National. Je crois que j'étais vraiment stupéfaite. J'ai l'impression que sa campagne a été ouverte sur cette radio libre. Voilà. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette information. On va vous répondre. C'est une des, on va dire, des conséquences d'une espèce de flou artistique qui sévit en ce moment sur la scène politique. C'est même un symbole en termes de radio, parce qu'autant Radio Courtoisie, on sait que c'est d'extrême droite, autant ici maintenant, c'est beaucoup plus confus. Mais c'est bis repetita, mais à mon avis, c'est bien plus efficace au sens nuisible de mon point de vue. Et je voudrais juste ajouter un petit point d'analyse. Moi, ce que je comprends sur un plan beaucoup plus politique, pas au sens politicien, mais moi, ce que je comprends, c'est que, grâce à cette radio, mais pas seulement, mais là, je crois avoir la preuve qu'ils sont en train de faire un amalgame entre le nom de gauche et le nom de droite, si je peux le dire les choses comme ça, au référendum. Parce qu'ils avaient fait campagne contre le nom, en tout cas, beaucoup d'auditeurs, mais il y avait un vrai débat. Tandis que maintenant, moi, je pense que, notamment Marine Le Pen surfe là-dessus, contre la mondialisation, etc. Mais disons qu'il y a l'argumentation et c'est comme ça qu'on a accroché les gens, quoi. Ça a été très facile, finalement, de faire le mélange des genres et puis on est en campagne, voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre intervention. On va continuer justement de vous répondre. Oui. Merci et bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Mais justement, ici et maintenant, c'est comme je disais, un peu symbolique de ces dérives, quoi. C'est-à-dire que plusieurs noms étaient cités. Donc Alain Soral, on en a parlé, Marine Le Pen. Alors, il y a Pierre Hilard, pour le moment, on n'en a pas parlé. On n'en avait pas parlé. On l'avait oublié pour l'instant. Il est quand même, on y pensait. En bonne place. Il était dans la liste, comment on va dire. Alors Pierre Hilard, c'est un des théoriciens français des théories du complot liées à ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial. Le NOM. C'est-à-dire que ce serait une tentative de mettre en place un gouvernement mondial qu'il qualifie d'occulte et qui serait lié à des élites. Alors les Illuminati, qui étaient une société secrète de Bavière, alors les francs-maçons, les juifs, tout un tas de trucs. Hilard est plutôt catho-intégriste, lui. Alors il reproche d'ailleurs au Front National d'être trop sioniste. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Ouais. Et donc il est catho-intégriste. Il a écrit récemment des articles sur l'islam en disant que l'islam risquait, comme le catholicisme, d'être pénétré par des influences extérieures qui risquaient de le rendre moins radical et plus perméable. Et donc il voit l'islam. Alors pour lui, l'islam, c'est synonyme d'islam radical. Il n'y a pas d'autre islam possible, bien évidemment. Le vrai islam. Et donc c'est eux le dernier rempart contre le nouvel ordre mondial et tout. Parce que le catholicisme, depuis Vatican II, ma bonne dame, c'est plus que ce que c'était. Oui, trop réformiste, quoi. Alors, revenons un petit peu. Mais quand on voit par exemple le nouveau pape, on peut pas le qualifier de progressiste. Non, pas vraiment. Surtout quand on connaît ses origines. Ouais, voilà. Et donc revenons un peu sur ces différents groupes. Je voulais juste remercier vraiment l'auditrice parce que c'est vrai que la question, toutes ces radios-là qui sont pas comme ça tout de suite mis sur la liste des radios d'extrême droite. Du coup, leur discours est beaucoup plus pernicieux, filtre davantage. Je voulais quand même continuer justement sur le cas Radio Ici et Maintenant. C'est une radio qui diffuse plusieurs émissions à caractère conspirationniste sur les ovnis, sur la mystique et tout. Mais si ça en restait que là, à la limite, pourquoi pas. Ils ont quand même un animateur phare qui s'appelle Pierre Jovanovic, qui se veut économiste ou chroniqueur économique. En tout cas, je crois que c'est une émission toutes les 2 semaines, il me semble. Et qui invite, qui a ce type d'analyse et puis qui effectivement invite sur son plateau tout ce qu'on peut compter de gens dont on parle, les Asselineau, les Soral, et puis qui développe ses thèses, qui a l'air très populaire, qui sait très bien parler. Il a été aussi invité chez TADI à l'époque de l'appel à retirer l'argent des banques. Il n'a pas dérapé. C'est quelqu'un qui parle très bien, qui est très qui doit avoir un certain charisme, j'imagine aussi. Ce qui est assez amusant, c'est que il y a ce discours économiste, mais il incite les gens à acheter de l'or, de l'argent. Ouais, de l'or et puis acheter ses livres aussi. Parce qu'il écrit des livres. Ce monsieur se veut journaliste et donc Radio Ici Maintenant, c'est vrai que c'est un cas.
qui est un peu emblématique de ces dérives, quoi, avec une radio qui à l'origine d'ailleurs n'était pas du tout une radio d'extrême droite. Non, pas même du tout. Plutôt d'extrême, on va dire de gauche, comme ça. En tout cas, pluriel. voilà, qui était. Ils ont toujours été. Moi, je sais que je les ai connus il y a très longtemps. J'avais même fait une émission chez eux il y a très très longtemps. Ils étaient déjà branchés quand même dans des trucs assez un peu bizarres. Ouais, les trucs New Age, certaines théories New Age et compagnie. Mais c'était pas non plus ouvertement comme maintenant où ils invitent des Soral, des Asselineau et puis des gens comme. Puis on a aussi évoqué le cas du nom. Alors la confusion était déjà faite à l'époque de la campagne, notamment par les médias pour décrédibiliser le nom de gauche. On n'arrêtait pas de nous dire que c'était le même nom que celui de De Villiers ou de Le Pen. Mais c'est vrai que depuis, il y a un certain nombre de gens parmi ces gens-là, ou en tout cas parmi leurs partisans plus précisément, qui sont entrés en politique comme en religion au niveau du au moment du TCE. Des gens qui n'avaient pas forcément de culture militante ou politique. Puis tout d'un coup, il y a une révélation. On a le TCE, on a. C'est quoi TCE? Le traité constitutionnel européen. Donc on va éviter de parler. Excusez-moi, ce fameux truc sur lequel il y a eu un référendum auquel il a été répondu non et qui ensuite qu'ils en avaient rien à foutre. Donc par exemple, quelqu'un qui a été très populaire au moment de la campagne et qui à l'époque qui était plutôt dans le champ de la gauche, qui a fait tout un tas d'analyses sur les articles juridiques et tout, qui s'appelle Étienne Chouard, qui à l'origine n'est ni juriste, il est prof, je crois, c'est d'économie, à Aix-en-Provence. Étienne Chouard, c'est vraiment typique de ça, c'est-à-dire qu'au moment du TCU, il est entré en politique, mais vraiment comme on entre en religion, moi je vois pas trop d'autres comparaisons, une espèce de révélation. Donc et du coup, Étienne Chouard est complètement en train de dériver, c'est-à-dire que c'est pas du tout un militant de terrain, il est plutôt dans le champ intellectuel, et lui, son grand truc, c'est l'idéal de l'agora grecque. Et au nom de cet idéal, alors le problème, c'est qu'il a l'air de confondre l'idéal et la réalité. Il dit, au nom de cet idéal, on devrait pouvoir discuter avec tout le monde, sans se taper dessus, sauf que la réalité, c'est pas du tout qu'on est dans l'agora grecque actuellement, quoi, et que, en l'occurrence, les Soral et les Asselineau, nous, on les voit très concrètement, avec notamment dans le cas de Soral, des militants qui, y compris, peuvent être violents dans la rue, et Chouard a l'air d'être vraiment en train de dériver du côté soit Asselineau, soit Soral, on ne sait pas très bien, mais en tout cas a donné des conférences dans une salle de Marseille qui est très douteuse, qui est soralienne, avec même une association qui vient de se monter à Marseille pour organiser spécifiquement des conférences d'Étienne Chouard et de John Bastardi-Daumont, qui est l'avocat de Forisson, négationniste bien connu. Donc voilà, c'est effectivement le TCE a été un moment de focalisation aussi de ces thèses-là, quoi. Peut-être aussi qu'il n'y a que l'extrême droite ou la droite extrême, je sais pas comment la dire, qui revendique encore ce nom. Alors que la gauche, on l'a pas tellement vu le mettre en avant. C'est clair que les reculs, tout recul de la gauche et tout sur un certain nombre de terrains profite à l'extrême droite. Et puis pas que sur le TCE, même y compris sur la gauche a abandonné la notion des classes, la notion de qu'est-ce que l'impérialisme, d'égalité. Enfin, il y a tout un tas de notions fondamentalement de gauche qu'aujourd'hui, on n'ose plus, que c'est plus, il faut être moderne, il faut être. Et ça, c'est vrai que c'est évidemment l'un va avec l'autre. C'est le terrain sur lequel prolifèrent tous ces petits groupuscules. Alors, est-ce qu'on peut en parler? Il y a quoi comme qu'est-ce qu'on peut rencontrer là? On rencontre quoi là? Alors les tendances. Les conspirationnistes. Alors donc vous en avez parlé déjà. Mais ça représente combien de personnes ça, les conspirationnistes? À mon avis, ils sont quelques centaines. Mais alors le problème, c'est qu'il y a en fait, c'est plutôt, il y a tout un tas de gens qui sont intéressés, qui sont pas fachos, mais qui sont intéressés, qui sont des gens en voie de politisation, qui devraient normalement s'orienter vers la gauche, mais qui sont attirés par cette thèse parce que c'est des thèses assez simples. On explique tout par un complot alors un complot varié. Ça peut être le 11 septembre, ça peut être tout un tas de trucs, mais c'est beaucoup plus simple que d'expliquer ça par les mécanismes de la domination et par tout un tas de choses. Alors en 2005, il y a eu le vote sur le traité constitutionnel. Il y a eu aussi un événement aussi qui a vraiment aussi contribué à cristalliser ça. Bon, ça a commencé après le 11 septembre 2001 aussi et tout, mais il y a eu un moment de cristallisation qui était la conférence Axis for Peace. Ouais. Alors la conférence Axis for Peace, ça a été lancée par des conspirationnistes notoires. Donc il y avait Thierry Messant, le fameux gars qui a écrit. Oui, qui est une personnalité un peu centrale du mouvement. Qui était responsable du réseau Voltaire. Du réseau Voltaire, mais qui a fait dériver le réseau Voltaire, alors que c'était un gars qui venait de l'extrême gauche et qui est carrément viré à extrême droite, puisqu'on l'avait vu aller avec Soral, Dieudonné et Fabrice Robert. Et maintenant, il travaille pour le gouvernement iranien. Entre autres, il est soi-disant réfugié politico-kirghizistan, enfin, on ne sait pas trop.
Voilà. Il y avait des gens des intellectuels comme Jean Bricmont qui participaient à cette conférence. Il y avait des gens, Michel Collomb, le Belge, qui est issu du PTB. Alors ces deux-là, ces deux Belges, moi c'est un peu ce que j'appelle la Belgian Connection. Ouais. des mecs qui se veulent de gauche mais qui défendent tellement la liberté d'expression des gens de droite et qui donnent des interviews dans leurs médias, voire qui les publient dans le cas de Collomb, mais c'est eux ont un rôle symbolique fort de donner des consciences symboliques progressistes à des gens qui ne le sont pas, et ils refusent de l'entendre. Donc Bricmont, Collomb, alors il y a une tralée d'articles sur Internet, maintenant ça commence à se développer, notamment sur les indie médias. Enfin, on tape Bricmont dans Indie Média Paris ou quoi, on a une liste. Et il y avait aussi Annie Lacroix-Rie. Annie Lacroix-Rie, alors c'était quoi ce truc-là Alors c'était un truc qui était censé, moi j'ai l'impression que c'était un regroupement, comme il y a l'URSS qui venait de s'effondrer. Faut dire aussi que ça s'était fait au Parlement européen ou à la Commission, ouais. En termes de. J'ai l'impression que c'est tous les nostalgiques de la guerre froide qui avaient du mal à rompre avec cette image d'un bloc, d'un monde divisé en deux blocs, avec les gentils anti-impérialistes d'un côté et les méchants capitalistes de l'autre, qui ont essayé de se regrouper et de recréer une espèce de troisième voie. Voilà, donc alors on avait des gens assez contradictoires là-dedans. Il y avait des généraux, des militaires, il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des gens au-dessus de tout soupçon. Je sais plus, j'ai quelques noms, mais oui. Il me semble bien, ils avaient invité certains intellectuels. Et on retrouvait par exemple aussi la femme de Larouche, Lyndon Larouche, qui est une espèce de secte crypto-trotskiste complètement hallucinante. Connue en France sous le nom de Solidarité et Progrès. C'est pas crypto-trotskiste, c'est même, ça se présente là encore sous des dehors altermondialistes, mais c'est complètement facho. Alors avec un fonctionnement sectaire. Déjà que c'est compliqué. Oui, et qui est rangé. Ça fait peur là. Solidarité, Progrès et le mouvement de Lyndon Larouche sont quand même rangés dans les mouvements sectaires. Ouais. Ils ont une manière d'aborder les gens dans la rue, de recruter, qui sont des méthodes de secte. Il y a plusieurs témoignages sur le site Prévensect en fait, voilà. Sur les méthodes telles quelles. Ouais. Et apparemment, la femme de Lyndon Larouche, c'était quand même une des présidentes de cette conférence. Et ça servait, cette conférence, elle servait à quoi? Il y avait Jacques Cheminade, qui est le représentant français de ce mouvement. C'est Jacques Cheminade. Enfin, je donne le nom pour qu'on se. Ça servait à quoi? Ça servait. Je pense que ça a été un moment de tentative de rencontre entre eux, de lier des liens, de réseautage. Enfin, essentiellement, ça devait être ça, avec une espèce de caution symbolique, parce que ça s'est passé dans les locaux. Je ne sais plus si c'est de la Commission du Parlement européen, parce que Messan avait trouvé à se mettre dans la poche un député européen belge, et donc il a pu louer un espace. C'est plus une volonté de conquérir des sphères comme ça de représentation, de se légitimer là et de se rencontrer, parce que je pense que ça a été aussi le premier moment où ces gens-là se sont retrouvés dans un même lieu, ont pu discuter ensemble et ont pu nouer des réseaux qui depuis se sont pas démentis, quoi. Ouais, d'accord. Okay. Qui depuis continuent à évoluer, à s'entretenir. Enfin, on constate notamment beaucoup via Internet, que ce soit Facebook est une mine de renseignements, mais même sur leur site, que tous ces gens-là restent en contact, discutent ensemble. Annie Lacroix-Rie, qui est une historienne stalinienne, elle est plus stalinienne depuis 6 ans parce qu'elle a reconnu le massacre de Katyn il y a déjà 6 ans. C'était un massacre par les soviétiques d'officiers polonais qu'on connaît depuis quand même la Seconde Guerre mondiale, mais ça, c'est pas grave. Elle, par exemple, en 2006, donc un an après, elle a donné des conférences justement pour Jacques Cheminade, le mouvement de Lyndon Larouche. Elle leur a même donné un outil théorique qui s'appelle la synarchie, alors à l'origine était une analyse avant-guerre de gauche, parce que c'était un synonyme en gros d'oligarchie, on va dire, pour faire simple, qui ensuite a été repris après la guerre plutôt par l'extrême droite, et elle nous remet ça au goût du jour dans son livre, c'est son livre Le choix de la défaite, là, sur les élites françaises qui auraient préféré Hitler au Front populaire, ce qui est somme toute un sujet relativement connu, mais bon, c'est un livre qui a fait pas mal de bruit, qui est encore très lu à gauche. Et bref, elle donne des conférences chez Cheminade, et bizarrement, dans les mois qui suivent, les larouchistes qui tiennent régulièrement des stands dans la rue, que ce soit à Rennes, à Paris ou à Lyon, n'avaient que le mot synarchie à la bouche. Et synarchie, synarchique, synarchiste. Les grandes. Donc tous ces gens-là fricotent ensemble, quoi. Ça a été un moment de focalisation, enfin de construction, en fait, même
en tout cas intellectuelle et théorique aussi, parce que là, c'est les théoriciens qui se sont rencontrés à ce moment-là. Je sais pas s'il y avait Pierre Hillard, pas sûr, mais bon. Non, bref. il n'était pas là. Non, lui, il n'était pas là. Bon, il y a les groupes identitaires, néo-nazis, Renouveau français, Mouvement d'action sociale. Enfin bon, bref, ils sont quand même assez nombreux. Donc ils surfent sur quelle grande ligne idéologique? Alors, ils se prétendent anticapitalistes. Voilà, tout en défendant la libre petite entreprise parce qu'elle est relocalisée par rapport aux grandes multinationales. Ils reprennent des thèmes sociaux qui sont les nôtres. Ils essayent de récupérer l'écologie, par exemple, l'écologie radicale en particulier. Ouais, avec la relocalisation. Voilà, alors c'est le grand théoricien de la décroissance version extrême droite, c'est Alain de Benoît, ex du Grèce, qui est, alors je sais plus ce que veut dire Grèce, mais c'est un grand think tank d'extrême droite qui depuis n'existe plus, mais enfin bon bref, c'est pour situer le personnage, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit aussi tous ces gens se pavaner devant dans les plateaux télé. Hein, ils sont très souvent certains d'entre eux. Je pense à de Benoît par exemple, qui sont invités au même titre que n'importe quel intellectuel, personnage comme ça, un représentant, etc. Et qui parle comme ça. Enfin, bon, dans la décroissance, j'ai l'impression banalisation de l'idéologie d'extrême droite est parti à faire une série d'articles sur le sujet parce que notamment Paul Ariès. Il y a Paul Ariès qui a fait sur Soral dans l'avant-dernier numéro. Dans le dernier numéro, toujours Paul Ariès qui fait sur les identitaires qui récupèrent le mouvement. Et alors Marine Le Pen s'est dotée d'un conseiller en écologie, Laurent Ozon, qui lui est un mec qui, dans le champ écologique, est un personnage assez méconnu, mais qui côtoie tous les réseaux de l'extrême gauche à l'extrême droite et à l'écologie, y compris de la décroissance. C'est-à-dire que sans travailler ensemble, mais il a déjà rencontré, il connaît Paul Ariès, il connaît Serge Latouche. Par ailleurs, il connaît de Benoît. Enfin, quelqu'un qui a un réseau très large, enfin un réseau social, on va dire très large, et qui maintenant conseille Marine Le Pen en termes de relocalisme, puisqu'elle en parle. Et de... Mais enfin, quand on gratte un peu, il suffit pas de gratter beaucoup. C'est surtout, il faut aider les entreprises françaises. Donc, je crois qu'après, quand on gratte un peu, et particulièrement les TPE et PME. Voilà, ça c'est leur grand thème. Donc c'est traditionnel à l'extrême droite. Donc on continue sur cette infiltration de l'extrême droite du mouvement social et on se disait donc que dans toutes ces idéologies, il y avait l'anticapitalisme, l'anti-impérialisme, l'antisionisme, enfin bon, il y a tout un tas de choses qui sont mises en avant. Et puis il y a au sein de toute cette nébuleuse un schisme. Ah, il y a un grand schisme, oui. Alors, il y a un grand schisme, c'est le choix de l'ennemi. C'est le choix de l'ennemi. Alors, par exemple, c'est pas le choix parce qu'en gros, ils ont quand même les deux ennemis. Mais il y a le principal et le secondaire, on va dire. Alors, disons qu'on a la vieille extrême droite traditionnaliste, catho, Jean Gollnisch. Nostalgique de l'OAS. Ouais, mais aussi nostalgique du pétainisme ou du nazisme, qui est ouvertement antisémite et islamophobe, à la limite, elle est hors-schisme, on va dire. Ouais, elle est hors-schisme. Voilà. Elle aime pas. Voilà. Après, on a les pseudo-antisionistes à la Soral qui désignent l'ennemi principal aussi comme étant le juif et qui ont un discours qui disent oui, il faut assimiler, parce que c'est quasiment ça, hein, il faut assimiler les gens issus de l'immigration musulmane. Il faudrait que ce soit quand même des gens d'une élite, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre les gens des quartiers populaires, mais on prendra par exemple les gens des pavillons. Voilà, les médecins, parce qu'en fait, les professions libérales. Voilà. A priori, il le dit dans son dernier bouquin et dans l'article de Paul Ariès dans la décroissance, c'est très très bien expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il dit, ils sont là, ils sont nombreux, on peut pas trop faire autrement. Malheureusement, il va falloir s'y résigner. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, quitte à s'y résigner, autant faire en sorte, en plus, comme il pèse électoralement, parce que Soral s'est réconcilié avec Marine, et il semble qu'il la conseille, selon les derniers échanges Facebook avec... bref. Hein. Parce qu'ils lavent leur linge sale en public en ce moment, c'est très sympathique, donc ça nous aide beaucoup. Hein. Ouais, pour nos recherches. Et donc l'idée, c'est puisqu'on peut pas faire autrement, il faut faire émerger une élite. Alors ce qui marche aussi à certains degrés. Enfin, faut dire qu'effectivement, Soral a priori rencontre assez peu de succès en banlieue, mais auprès de ces classes moyennes musulmanes ou arabo-musulmanes. Par contre, son discours marche relativement bien. Et puis eux-mêmes, après, on voit des discours un peu nationaux, laïcards, républicains, douteux, même dans ces gens-là. Tout à fait. Qui, pour s'intégrer, sont capables de lâcher les plus fragiles, les plus fragiles d'entre eux, qui leur feraient de l'ombre, qui par les exemple, empêcheraient de s'intégrer. sur le site d'égalité réconciliation, on trouve
des articles comme ça, là, où ils visent ouvertement à séduire une petite bourgeoisie maghrébine qui serait issue de l'immigration, tout en stigmatisant tout le temps, en cassant par exemple, les rappeurs qu'ils jugent, qu'ils jugent comme de la racaille, comme des délinquants, comme des gens inassimilables, voilà. Ouais, parce que c'est carrément ça, eux, c'est l'assimilation. Ils ne parlent pas d'intégration. Chez Soral, on parle d'assimilation. Donc le schisme, il est entre... Alors ça et... Et puis il y a aussi une autre extrême droite qui a désigné, alors je trouve un peu ça au Front National, mais qui a désigné, par exemple, ça c'est les identitaires, qui désignent les Arabes et les musulmans comme l'ennemi prioritaire aujourd'hui. Donc on a par exemple le bloc identitaire qui s'est quand même allié avec Riposte laïque, qui est un mouvement qui était issu de l'extrême gauche, puisque c'est des anciens trotskistes, des anciens marxistes. C'est eux qui avaient organisé les premiers apéros saucissons épinards où s'est greffé dessus le bloc identitaire. En fait, Riposte laïque, c'est au nom de la laïcité, de la défense de la laïcité, ils sont devenus islamophobes, pour faire simple. Voilà. Et on assiste aussi à une nouvelle recomposition. Ces gens-là disent, c'est un autre schisme avec l'autre partie d'extrême droite. Eux, ils disent qu'il faut soutenir Israël parce qu'Israël c'est un rempart contre l'islamisation du monde. Oui, voilà. Oui, parce qu'ils voient le monde, une colonisation du monde par l'islam, et ils disent voilà, il faut soutenir Israël. Parce que Israël serait le dernier rempart occidental. Alors que les autres soutiennent les Palestiniens. Voilà. Alors, avec une alliance quand même au-delà de Riposte laïque, justement à propos de Juifs et d'Israël, ils ont organisé un grand colloque qui s'appelait les Assises contre l'islamisation il y a quelques mois, qui a réuni 800 personnes quand même. 800 personnes, en plein 12e. C'est vachement. Et alors, donc il y avait Riposte laïque, le bloc identitaire, Riposte laïque qui continue malgré tout de se dire de gauche, enfin en tout cas à une époque relativement récente, eux aussi, il n'y a pas de contradiction. Mais le service d'ordre de ce truc-là était fait par la LDJ, qui est la Ligue de défense juive, qui sont des fachos juifs pour le coup. Voilà, qui sont des ultra-sionistes, Alors ça montre à quel point la recomposition va loin. Côté soralien, on a Kémy Séba, qui est l'ex-Tribuca, qui a été dissoute d'ailleurs par Hortefeuilleur, qui a beaucoup de leçons à donner au monde entier pour antisémitisme et violence antisémite. Et Kémy Séba a fondé ensuite le mouvement des damnés de l'impérialiste, qui était une réunion. Tenez-vous bien, faut s'accrocher. C'est une réunion de suprémacistes blancs et de suprémacistes noirs qui défendent la pureté de leurs races respectives ensemble. Et qui sont évidemment contre le métissage. Alors, ils appellent ça l'ethno-différentialisme, c'est-à-dire toutes les races sont égales, mais chacun chez soi. Alors, il y a quand même une race qui n'est pas égale, c'est les Juifs. Oui. Vieille thèse d'extrême droite. Et alors, par rapport à Kémy Séba, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis environ quelques semaines, il est exilé au Sénégal. Il est en train de conduire une opération immobilière et il prétend par ailleurs avoir été nommé porte-parole du ministre en charge du panafricanisme. Une information à prendre avec. Oui, parce qu'a priori, ce poste n'existe pas au sein du gouvernement sénégalais. Alors, c'est encore. Alors, maintenant, Kémy Séba, effectivement, s'est exilé au Sénégal parce qu'il y a un retour à la terre, aux sources black, à l'africaine et tout. Non, mais bon, où il crée un village panafricain en exploitant les ouvriers qui travaillent gratos en échange d'une maison, mais il y aura aussi un village touristique pour financer le projet. Enfin, il fait ça avec une espèce de bellâtre belge blanc pour le coup. Qui est qu'il a bombardé panafricain blanc. Et donc Kémy Séba, maintenant, sa boîte, ça s'appelle African Mosaic. Et donc maintenant, il a un site, kemyseba.com ou je ne sais trop quoi, où il apparaît avec en gros ces trois fonctions, c'est-à-dire il est donc représentant du fameux ministre, prêcheur panafricain ou quelque chose comme ça, et représentant donc de African Mosaic, enfin. Bon, quand même, ça montre à quel point la décomposition idéologique, mais vraiment à tous les étages, et officie aujourd'hui. C'est vraiment, ça fait peur quand même. C'est pour ça que c'est intéressant de faire une émission comme celle-là, de voir un petit peu d'abord, de faire le constat, de cette espèce de flou dans lequel peut grenouiller n'importe quel. C'est incroyable. Et ce qui fait du coup que tous ces gens peuvent infiltrer tranquillement le mouvement social ou certaines réunions, certains avec la sites, avec la complaisance et l'ignorance peut-être, et le manque de quand même de sérieux.
de pas mal de gens qui prétendent faire de la politique aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut le constater aussi bien sur des sites internet, comme vous le disiez. Alors justement, quels moyens toutes ces espèces de nébuleuses là d'extrême droite, comment elles infiltrent le mouvement social, par quel biais, comment en surfant sur quel... Ils récupèrent tout. Ils sont très 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 doués d'ailleurs. Ils sont très très forts en récupération. Ils sont, à la fois on peut dire ils sont doués, et puis en même temps ils surfent sur du vide. Enfin, il y a tellement peu de réactions. Il y a peu de réactions, oui effectivement, mais ils sont si doués, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les thèses, les slogans, mais les codes graphiques, les logos. Tu pourrais parler du projet Apache, par exemple. Le projet Apache, par exemple, le logo du projet. Oui. Pourtant, ça, c'est un projet des identitaires, le projet Apache. Un projet des identitaires, c'est reconquérir les rues de Paris. Et alors, ils ont un logo où il y a un Apache, comme l'Apache 1900, avec la casquette. Et un Apache indien. Il faut peut-être préciser, en 1900, les Apaches étaient des groupes de voyous. Après, il y a eu les blousons noirs et tout, mais en gros, c'était ça. Ouais, vas-y, Yano, tu as une info là-dessus. Ouais, justement, je disais qu'ils avaient justement très récemment fait une action justement contre les Tunisiens de Lampedusa à Paris, en tournant dans le quartier du 19e et en distribuant des faux tracts de réquisition de logements pour soi-disant les Tunisiens venant de Paris, mais un truc bien franco-français. C'était un projet de ce genre-là. Donc ils tournent même juste là à côté des logos de la radio. C'était aussi pour dire ça. D'accord, ils sont actifs. Hein. Oui. Ils font pas que dans l'art. Et donc ils reprennent aussi l'imagerie de la commune. Voilà. C'est-à-dire que la commune, pour eux, alors ils ont même une fois tenté de monter au Père-Lachaise. En fait, la commune, pour eux, est pour nous avant tout un mouvement social, tentative d'autogestion, enfin ce que tu veux. Intérêt, ils se reconnaissent plus du communisme ou de l'anarchisme. Alors c'était un mouvement qui avait différents aspects. Entre autres aspects, c'est vrai que ça a été déclenché par la guerre franco-prussienne et par le siège de Paris, donc il y avait un côté patriote aussi dans la commune. Mais eux ne retiennent que le côté patriote et résistance à l'étranger. Voilà. Et donc du coup, dans leur projet, il y a un autocollant avec la commune, et puis c'est je sais plus, c'est contre les racailles ou je sais plus quoi. Alors il y avait dans un genre pas extrême droite, mais l'UMP avait créé un site à un moment, c'était lesrévolutionnaires.fr, qui n'était pas du tout écrit, ils avaient des autocollants idem, c'était pas écrit UMP, mais c'était écrit il y avait des slogans qui faisaient penser à la gauche, révolution, machin truc, et les autocollants reprenaient les couleurs de la gauche, c'est-à-dire que c'était des mélanges de noir, de vert et de rouge, bicolores à chaque fois, avec schlack comme les drapeaux libertaires, avec une diagonale. Et ils collaient ça et ils renvoyaient vers le site lesrévolutionnaires.fr. Je vais revenir aussi sur le fameux postoir de ce projet Apache, c'est-à-dire qu'on retrouve un Apache des années 1900, c'était un loupard des années 1900, avec un Apache indien, avec une phrase au-dessus: si vous ne voulez pas finir comme eux, rejoignez le projet Apache. Il y a une inversion faite de la logique, c'est-à-dire que la colonisation, maintenant, c'est les dominés, c'est les peuples, alors que bon... Il s'estime, le projet Apache, il s'estime colonisé par les étrangers, c'est-à-dire par les jusqu'à Arabes. Preuve du contraire, ça n'a rien à voir avec le système colonial tel qu'il existait dans ces pays-là. Alors il y a aussi... Non, puis c'est juste oublier que c'est tout simplement quand même l'Europe, la France et les pays riches qui sont en train de coloniser et piller le reste du monde. C'est quand même un petit peu... C'est aussi pour ça qu'ils viennent ici d'ailleurs. Et récupérer que quelques miettes de ce qu'on leur prend. C'est pour ça qu'ils viennent. Et il y a aussi, aussi tout récemment, il y a eu le 8 mai, la fameuse manif traditionnelle fasciste skin organisée justement par le fameux Serge Ayoub, où il y avait le Renouveau français et tout ça. Parmi les groupes présents, il y avait les autonomes lorrains, qui donc sont ces fameux skinheads ultra violents de Lorraine. Ils sont à peu près 150, mais ils ne rient pas. C'est drôle. Non, mais ce qui est flippant, c'est de voir comment ils essayent de récupérer toute notre imaginaire. Oui, parce que autonome, c'est quand même un mouvement libertaire. Et donc, justement, à propos de récupération... Ou marxiste, ou communiste. Voilà, ils défilent en black bloc. Mais vraiment, il faut aller voir les photos sur les sites. Il y a plusieurs sites où il y a des photos de cette manif. Extrême, Ils défilent en black bloc, ils reprennent le logo de l'action antifasciste, les deux drapeaux. Alors eux, ils les mettent en noir sur noir. Il y avait un moment, je sais plus quel mouvement, qui avait du bleu, blanc, rouge sur noir. Enfin bref, ils reprennent il y a même un site... alors qui est très peu couru, mais Nazis for Israël, où tu as un drapeau israélien avec... Enfin, c'est très drôle. Oui. Bref, les autonomes lorrains reprennent aussi le logo de l'action antifasciste, c'est pas les seuls, mais en France, c'est un groupe essentiel. Alors, ils défilent avec des drapeaux noirs, et alors des drapeaux rouges avec au milieu leur logo refait de l'action antifasciste. Alors, faut voir, drapeau rouge, cercle blanc,
deux drapeaux noirs au milieu comme ceux de l'action antifasciste. Bon, alors en général, nous, c'est vrai qu'on reprend beaucoup Antifaschistische Aktion parce que c'est un mouvement qui est né en Allemagne, l'action antifasciste. Ben eux, c'est Nationalsozialistische Aktion. Alors la traduction se passe de commentaires, action nationale socialiste, action nazie, quoi. En gros, il n'y a pas d'ambiguïté. Et donc ils défilent comme ça en black bloc avec des slogans sur leur banderole noire aussi. Il y avait des slogans anticapitalistes. Voilà, c'est ça, des slogans. Donc vraiment, mais une copie. Et ça, c'est né en Allemagne, ce truc-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où aujourd'hui, j'ai l'impression, en tous les cas, qu'il n'y a que vraiment la classe dominante qui se reconnaît en tant que classe, l'intérêt, c'est de semer la confusion dans la classe dominée. Oui. Et je pense que là, de ce point de vue-là, ils y travaillent activement. C'est une tactique. Et ils sont très doués, là, et même le bloc identitaire, enfin, plutôt Novopresse, qui est une agence de presse nationaliste, vient de lancer un site féministe entre guillemets qui s'appelle Belle et Rebelle. Oh, les boules. Et dans lequel, alors c'est très bien fait, maquette assez pro, et où il y a des critiques musicales, avec des rubriques vie pratique. Alors il y a la rubrique mode où on achète français par écologie, à cause de la relocalisation, et puis on va pas acheter chinois. Enfin, avec aussi un discours sur le fait que les ouvriers sont mieux payés. Enfin bon, bref, c'est quand même quelque chose de très très inquiétant tout ça. Ils sont doués, hein. Enfin, et nous, force est de reconnaître qu'en face, la réplique n'est pas là. Hein. Et on voit aussi les sites et les associations négationnistes qui sont assez présentes, comme par exemple la Gazette du Golfe et des banlieues. Qui n'existe plus, mais qui a été très active pendant très longtemps. Mais par contre, il reste toujours l'association des amateurs de récits de guerre et d'Holocauste, qui est moribonde. Et l'association Entre la plume et l'enclume. Alors ça qui est très active. Voilà. Elle est très active. C'est la fameuse association Ginès Candrani et Maria Poumier, et qui est aussi bien évidemment liée et membre du parti antisioniste de Soral et d'ailleurs, ils sont allés, ces deux-là, tout récemment avec Dieudonné, en Libye soutenir Kadhafi. Il y a eu quelques articles dans la presse à ce sujet-là. Bon, c'est vraiment très 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 complexe. Non, mais c'est vrai parce que c'est donc du coup tout l'intérêt de dire combien il est important de rester vigilant aujourd'hui et que il faut faire gaffe avec qui on s'allie, essayer un petit peu de remonter les origines intellectuelles, etc. des personnes. Aussi parce que bien souvent, au bout d'un moment, quand on a lu un certain nombre de leurs écrits, et une rhétorique qui est toujours là avec des constructions de phrases, un vocabulaire, effectivement résistant, dissident, faut faire gaffe. Mais banksters, c'est aussi assez utilisé dans le milieu des conspirationnistes. Banksters, c'est une alliance de gangsters et banquiers. Hein, mais qui pourrait très bien nous aller d'ailleurs. Oui, qui pourrait très bien nous aller. Je pense que les banquiers sont des gangsters. Et alors, par contre, chose que je ne savais pas. Les gangsters, je trouve ça plutôt sympathique. Mais chose que je ne savais pas, que j'ai appris justement tout récemment. Je ne sais pas si les gens qui ont remis ce terme au goût du jour le savent vraiment. Alors, notamment un Canadien qui a fait un film, Paul Grignon, là, qui avait fait un film L'Argent dette et tout. Alors, je ne sais pas si ces gens-là font consciemment ou pas. Toujours est-il que banksters a été inventé et utilisé pour la première fois par Léon Degrelle. Alors pour situer Léon Degrelle, c'est donc celui qui a fondé en Belgique ce qu'on appelait le rexisme et qui était le nazisme belge, et c'est lui qui a fondé la division SS belge connue sous le nom de division Wallonie. Sympa comme personnage. Très très sympathique. Donc il faut, moi ça me semble important aussi de revenir aux sources de qui emploie quel mot, comment. Enfin, bien sûr. Il y a un combat mené là-dessus aussi, et eux le mènent à notre dépens. Hein, donc. Et alors il y a un truc qu'on constate aussi, c'est sur leur site. C'est qu'ils entretiennent, par exemple, sur pas mal de leurs sites internet, ils entretiennent savamment la confusion. C'est-à-dire qu'il y avait un site Mécanopolis qui a fait... un des sites phares de la mouvance. Un des sites phares de cette mouvance conspirationniste ouvertement d'extrême droite et qui est plus ou moins une émanation soralienne en Suisse. Par exemple, ce site, sur sa page de lien, avant, vous retrouviez mélanger le Jura libertaire avec des sites d'extrême droite. C'est-à-dire qu'il mélangeait volontairement sites d'extrême droite et sites d'extrême gauche sur la page de lien. Je pense même pas que le Jura libertaire était au courant qu'ils étaient en lien sur la page de ce site Mécanopolis, mais c'était fait. Là, ils ont fait disparaître leur page de lien. Là. Et parmi les figures sur Internet, il y a aussi quelqu'un qui revient très souvent, outre Hilar, outre Mécanopolis, il y a le Libre Penseur.
qui est dentiste à Marseille, pour Voilà. sa petite histoire, qui est soralien, mais alors jusqu'au dernier pur jus, et qui anime alors à la fois un site, mais surtout un forum sur lequel je t'ai fait un tour. C'est vraiment effrayant, hein. Un antisémitisme violent. Hein. Vraiment, ça fait peur, hein, avec des propos, mais il a donné récemment une conférence à cette fameuse association marseillaise. Ça s'appelle la Cobema, c'est une association arabo-berbère, enfin c'est assez bizarre, et donc il a donné une conférence avec Soral où il y a quelques passages assez intéressants sur leur vision du monde aussi, mais donc le libre penseur très 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 répandu sur le net, Oui. et malheureusement Puis souvent... qui peut que provoquer la confusion. Oui. Et malheureusement souvent même des gens, mais parfois même des militants avertis sur Facebook envoient des liens en n'y prenant pas garde vers des sites. Alter Info, c'est pareil, Alter Info, c'est info alternative. Voilà. Alter Info, c'est aussi très populaire. Ce site a été condamné à plusieurs reprises pour antisémitisme et négationnisme, et pareil, confusionnisme. Et puis ils reprennent du Acrimed, du CQFD, avec du Soral, avec du machin, du truc. Enfin. D'ailleurs, je pense qu'en fin d'émission, ce serait bien qu'on donne des sites où les gens pourront se référer justement pour avoir plus d'informations. Sur sites et articles, entre autres. Mais on le fera en fin d'émission. Oui. Peut-être faire le lien aussi avec la politique et l'état actuel, c'est l'état de droite, puisque par exemple, effectivement, on voit l'un des conseillers de Sarkozy, c'est Monsieur Buisson, donc Patrick Buisson, qui a été assez actif au niveau du Front National à une certaine époque, et qui s'est retrouvé... qui écrivait dans Minutes. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire effectivement parler un petit peu de ces liens qui se font progressivement? Bon, il y a le ministère de l'identité, l'immigration et l'identité nationale. Donc, non, mais déjà que rien que ce ministère ait pu exister avec cet intitulé-là, c'est moi je vois quand pas même la différence entre ministère de l'identité nationale et mouvement identitaire. Mais oui, c'est une légitimation symbolique très forte par le pouvoir de ces discours-là. Ça, absolument, très clairement. Et donc lui, c'est cet homme donc qui est Patrick Buisson, qui est donc conseiller donc de. Mais pas que conseiller, parce que Sarkozy lui a quand même donné la charge de gérer sur le câble la chaîne Histoire. Il est aussi président de la chaîne Histoire. Donc ça fait beaucoup de charges pour je ne sais pas si c'est Sarkozy qui lui a donné la gestion. Il me semble que c'est une chaîne privée, Histoire. Oui, mais il est... Pas mal de militants de terrain ont un gros travail d'information à faire sur ces faux amis. Parce que c'est pas des amis, c'est des ennemis. Je les classe ouvertement dans les ennemis. Pour moi, c'est des ennemis de classe. On n'a rien à faire avec ces gens-là. C'est pas. Et moi, je vois pas pourquoi être contre le système et m'allier avec ces gens-là. Alors justement, puisque tu parlais d'informations et qu'il nous reste 5 minutes, où on peut s'informer, par exemple, alors, sur quel site, où aller, voilà. Il y a article 11, l'article sur le Grand Soir, et les commentaires. Les commentaires, il y a beaucoup de liens dedans et de trucs. CQFD, un article qui s'appelait Les Infiltrés sur CQFD-journal.org ou .net, je sais plus quelle est la nouvelle adresse. C'est mal référencé d'ailleurs. Les commentaires en dessous aussi avec des liens. Indie Média Paris, vous tapez des mots-clés, Jean Bricmont, Bankrun, Colomb, Soral, enfin ce que vous voulez, vous trouverez. Je sais que récemment, il y a un bouquin qui est sorti, mais je l'ai pas, on n'a pas pu encore le lire, donc on ne sait pas ce qu'il vaut, mais qui a été plutôt bien critiqué. Sur la galaxie Dieudonné, mais aussi sur les conspirationnistes. Il y a eu un livre qui est sorti, il y a une critique dans Rue 89. Après, je sais pas trop. Réflexe, Réflexe, site de référence, Réflexe. Le blog Droites Extrêmes, l'Action Antifasciste, Fafwatch. Alors Fafwatch, c'est des gens qui récupèrent des photos de militants néo-nazis via les Facebook, parce que ces gens-là aiment beaucoup se montrer. En fait, paradoxalement, ils nous jouent les parano, mais ils sont tellement en mal de reconnaissance sociale que le nombre de profils Facebook est vraiment une mine d'informations pour qui étudie ça. Voilà. C'est même pour les surveiller, pour savoir où ils prévoient d'aller, quelle manif ils veulent organiser. Enfin, tout ça est très et quelle public. Où ils veulent s'infiltrer. Et règlement de compte en public. Et allons-y. Bon, enfin, en tous les cas, merci de nous avoir informés un peu sur toutes ces éclairés, parce que visiblement quel panier de crabes. Oui, merci beaucoup, Marianne. Justement. Merci. Alors, il y a la décroissance à lire en ce moment, les articles de Paul Ariès. Le numéro en cours, il y en a un sur la récupération par les identitaires des thématiques écologiques. D'accord. Non, mais c'est bien que ça se réveille aussi. C'est bien que ça se réveille. Et puis peut-être aussi, non seulement que ça se réveille sur ces questions-là, et que ça pousse à se positionner soi-même. Bien sûr, c'est pas mal ça aussi. Ça donne lieu à des réactions très violentes sur le net quand on dénonce ce genre de dérive. Oui, parce qu'il y a un espèce de tabou dans l'extrême gauche, c'est de ne pas se fâcher avec certains
certaines personnes qui se disent progressistes et qui voient il y a ça, et puis il y a le côté aucune contradiction à s'allier avec les gens avec qui on ne s'allie pas. Il y a le côté de cet ennemi principal. Mettons les pieds dans le plat. Merci beaucoup d'être passé.